Bonjour, ce cours va être consacré aux microstructures des alliages d'aluminium produits par fabrication additive. Mon nom est Aude Simard, je suis professeure à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Ce cours a été préparé également par Héloïse Heimer de Cranfield University au Royaume-Uni et Christophe Desroyaux de l'École des mines de Saint-Étienne en France. On parlera d'abord des applications des alliages d'aluminium, ensuite des microstructures de l'aluminium LPBF, Laser Powder Bed Fusion, des microstructures WAM, Wire Arc Additive Manufacturing, ça sera présenté par Héloïse Heimer, mais c'est moi qui vous lirai les notes qu'elle a préparées. Et c'est également moi qui vous lirai les notes préparées par Christophe Desroyaux relatives aux microstructures Laser Metal Deposition. Alors, commençons par les applications des alliages d'aluminium. Les alliages d'aluminium sont des alliages qui sont particulièrement légers, 2,7 grammes par centimètre cube. C'est donc un tiers de la densité de l'acier utilisé dans l'industrie du transport. Et donc, c'est vraiment intéressant pour la diminution de la consommation de carburant. Vous pouvez voir ici des applications pour des camions, des avions. Et ici, vous avez particulièrement une pièce produite par fabrication additive pour un support dans un Airbus A320. Vous voyez ici des alliages d'aluminium, résistance en traction, masse volumique. Vous voyez que c'est particulièrement dans la partie des métaux, c'est un métal qui est particulièrement intéressant pour sa faible densité. Les alliages d'aluminium sont également des bons conducteurs thermiques. En fait, 1 kg d'aluminium conduit 2 fois mieux la chaleur que 1 kg de cuivre, en rapport conductivité-densité, évidemment, puisque l'aluminium est quand même le cuivre est un meilleur conducteur thermique. Et donc, c'est intéressant, notamment pour la réalisation d'échangeurs de chaleur. Ici, c'est une pièce produite par LPBF, dans le cadre d'un projet qui s'appelle INEX, qui était avec Safran Aerobooster en Belgique. Alors, arrivons tout de suite aux microstructures des alliages d'aluminium produits par LPBF, Laser Powder Bed Fusion, donc technique lit poudre. Alors, les porosités dans ces alliages, eh bien, elles sont dues à deux choses. D'abord, vous avez des porosités qui sont beaucoup plus grossières, qui peuvent être dues à des défauts ou des problèmes liés à la construction de la pièce. Ça, on en parle certainement dans des cours plus liés au processing. Ici, je voudrais préciser un peu, les choses sont un peu plus spécifiques aux alliages d'aluminium. Donc, les alliages d'aluminium s'oxydent facilement. Donc, on a un oxygène parfois dans la chambre de fabrication, 0,1, 0,3%. Bien, ces très faibles quantités d'oxygène peuvent en fait produire des oxydes qui peuvent avoir des conséquences sur la réalisation de la formation de défauts. Ici, vous voyez même un grain de poudre qui n'a pas été fondu. Et puis, vous pouvez obtenir également, et ça c'est vrai pour n'importe quel type de procédé, mais c'est particulièrement vrai pour les alliages d'aluminium, des instabilités type keyhole qui donnent des porosités assez rondelettes comme ceci. Donc, vous avez cette petite porosité rondelette. Ici, vous voyez une image de tomographie qui a été réalisé au synchrotron de Grenoble avec une résolution de 0,75 microns. Et vous voyez que la porosité est de l'ordre de 0,13%. Donc, c'est assez faible. Ça donne une impression d'en avoir beaucoup plus lorsque on regarde cela en 3D. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que vous avez quand même des très grandes porosités ici. Et en fait, ces particulièrement grandes porosités sont très néfastes, notamment pour les propriétés en fatigue des alliages d'aluminium produits par LPBF. Ces porosités, particulièrement les porosités plus petites, peuvent être dues à une autre origine. Elles peuvent être dues notamment à l'argon dans la chambre. Donc, vous avez le gaz argon qui est dans la poudre déjà et dans la chambre de fabrication. Ces poudres ont été réalisées par atomisation. Donc, vous avez généralement un petit peu de gaz qui peut rester coincé dans la poudre lors de son atomisation. C'est typiquement ce qu'on voit ici sur la micrographie. Et puis, vous avez de l'hydrogène qui peut être dû à l'humidité dans la poudre.
Alors ça, c'est une étude ici qui avait été faite à l'UCL, où on avait regardé la proportion d'hydrogène dans la poudre, qui était de 35,2 millilitres pour 100 grammes. Dans l'échantillon, elle était à peu près au même niveau. Et en fait, vous savez que la limite de solubilité à température ambiante est de 0,7 millilitres pour 100 grammes. Donc, vous avez énormément d'hydrogène dissous dans la pièce, et donc possiblement ressortirait sous forme de porosité. Alors, vous voyez ici la solubilité de l'hydrogène, la solubilité à l'équilibre de l'hydrogène en fonction de la température. Et vous voyez qu'en fait, au moment où on passe à l'état liquide, on a une très très forte augmentation de la solubilité de l'hydrogène, et donc dans les alliages d'aluminium à l'état liquide. Et donc, c'est probablement l'origine de cette solubilité de l'hydrogène qui, après, forcément, au moment du refroidissement, diminue très fortement et va possiblement produire des porosités. C'est un phénomène qui est assez connu, d'ailleurs, en soudage des alliages d'aluminium. C'est un des problèmes qu'on peut observer. C'est vraiment ce problème de solubilité de l'hydrogène à l'état liquide qui diminue très, très fort à température ambiante. A priori, donc, issu de l'hydrogène qui est dans la poudre. Alors, les alliages pour le LPBF, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Il y a pas mal d'alliages qui sont en cours de développement. Je vous en parlerai après, des alliages 7000, le Scalmalloy. Il y a même des aluminium cuivre qui sont en développement. Vous voyez ici un exemple d'aluminium avec un petit peu de cuivre, aluminium essentiellement silicone avec un petit peu de cuivre. Mais ici, vous voyez, les aluminium silicium sont ceux qui sont les plus couramment utilisés en LPBF. Alors, c'est occupé et évolué. C'est vrai que de plus en plus, on voit l'apparition de ces nouveaux alliages dont je vous parlais et qui commencent à avoir un attrait pour l'industrie. Mais je vais vous parler quand même beaucoup aujourd'hui de l'aluminium silicium 10 magnésium et de l'aluminium silicium 12, qui sont vraiment les deux alliages sur lesquels on a démarré en fabrication additive LPBF, parce que ce sont des alliages, comme je vais vous expliquer ici, qui sont en fait peu sensibles à la fissuration à chaud. Donc pourquoi les fameux 12% de silicium, ou en tout cas une proportion élevée de silicium, ou éventuellement 10% de silicium qui est le plus courant, l'aluminium 10 silicium, c'est en fait parce que 12 silicium, ça correspond à la température eutectique, et donc on a plus une grosse différence de température entre le liquidus et le solidus pour cette composition d'alliage là, et donc ça évite en fait la fissuration à chaud, qui est un phénomène qui se produit ici dans les soudures. Là, ici c'est un exemple dans une soudure, et un petit schéma ici qui vous montre comment ça se produit dans une soudure, et donc, vous voyez que ça se passe généralement au joint de grain, au moment de la solidification. En fait, il n'y a plus il y a une pression critique à partir de laquelle on va avoir l'apparition de ce type de défaut. C'est typiquement un phénomène qui est beaucoup étudié par des modèles de Rapaz à l'EPFL. Je vous invite à aller voir ces modèles-là si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin sur ces phénomènes-là. Alors, comparons un petit peu les alliages d'aluminium, aluminium silicium 10 magnésium produits par LPBF aux alliages de coulée. Ce qu'on voit, c'est que la taille de la microstructure est extrêmement différente. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez ici un alliage produit par LPBF, et en fait, pour pouvoir voir la microstructure et les phases au silicium, on doit zoomer extrêmement. Vous voyez ici des zooms de ces microstructures-là. Alors que si vous regardez un alliage de coulée, en fait, vous allez voir que la microstructure est beaucoup plus grossière, et vous avez ces énormes phases au silicium. Vous voyez ici, l'échelle est la même, et observez l'échelle qui est ici. Ici, l'échelle est de 100 nanomètres. Et donc, la taille de la microstructure a une conséquence énorme en fait sur les propriétés mécaniques en statique. Ici, je ne vais pas beaucoup insister sur les propriétés mécaniques, je vous donne juste quelques résultats concernant les propriétés mécaniques, simplement pour vous rendre compte des conséquences que peuvent avoir ces différences de microstructure. Et donc clairement, cette microstructure-là conduit à des résistances beaucoup plus élevées. En plus, ce qui a un effet assez majeur sur les résistances mécaniques,
c'est le fait d'avoir en fait ces précipités très fins qui vont apparaître ici dans la partie centrale à l'intérieur de la cellule. Mais par contre, si on compare ça aux alliages corroyés, on va se rendre compte qu'en fait, les alliages corroyés ont à peu près, bon, ici c'est un alliage à l'état T4, donc il peut être un peu plus résistant que ça. En fait, on est déjà pas mal en termes de résistance, mais vous voyez qu'en termes de ductilité, en fait, on est relativement mauvais pour ces alliages-là. Et ça peut être un problème en cas d'impact si on a besoin de pouvoir absorber de l'énergie. Eh bien, l'énergie absorbée, c'est finalement l'air sur cette courbe-ci, ce qu'on appelle parfois en anglais le work of fracture. Et il se trouve ici que pour ces alliages-là, LPBF, tel que fabriqué, c'est pas tellement bon. Et donc, on va favoriser on va favoriser la formation de post-traitement, notamment des post-traitements thermiques qui vont pouvoir améliorer ça. Je vous en parlerai un tout petit peu après. Alors, les microstructures, en fait, pourquoi sont-elles ainsi? Bien, ici, vous voyez le diagramme qui est inspiré de Koo, hein, le livre Welding Metallurgy, qui vous montre, en fonction du gradient thermique et de la vitesse de croissance des dendrites, où se trouvent en fait les différents procédés. Hein. Et notamment, le LPBF ici est dans une zone qui est plutôt une zone cellulaire. Et donc, si on regarde en 3D, ici on a une reconstruction 3D de cette microstructure que je vous ai montrée juste précédemment, hein, cette microstructure cellulaire où on a finalement ces phases de silicium qui sont là. Eh bien, en fait, on peut effectivement voir que ces microstructures sont extrêmement cellulaires et puis vous avez de la précipitation relativement fine à l'intérieur. Alors ceci, c'était après un traitement avec un plateau de fabrication à 200 degrés et ce plateau de fabrication à 200 degrés avait la conséquence en fait de faire croître assez bien ces précipités ici, mais l'avantage c'est que du coup on les voit dans ces images, ce qui donne des images assez sympathiques. Donc, si on regarde le ratio G sur R, celui-là va affecter la morphologie équiaxo-colonnaire de la microstructure de solidification. Et le G fois R, qui est donc la vitesse de refroidissement, va affecter la taille de la microstructure. C'est pour ça qu'on a une microstructure aussi fine par rapport à ce qu'on a pu observer en coulée et que je vous ai montré précédemment. Alors, on parle d'aluminium, silicium avec un peu de magnésium. Donc, une question qui s'est beaucoup posée dans la littérature, c'est qu'est-ce qu'il est arrivé à ce magnésium. Alors ici, c'est des micrographies annulaires dark field stem et un mapping EDX qui nous ont permis en fait de mettre en évidence, avec une collaboration avec William Lefebvre, de mettre en évidence en fait le fait que ce magnésium va en fait se retrouver assez bien, essentiellement, je dois dire, dans ces phases au silicium. Donc en fait, il ne va pas avoir l'effet durcissant quand on fait un post-traitement à basse température qu'on pouvait espérer initialement dans le développement de ces alliages. Vous le voyez d'ailleurs ici, la composition en magnésium lorsqu'on se place à proximité ici. Ici, c'est de l'atome probe tomography avec une analyse qui a été faite ici. Et vous voyez que la proportion de magnésium en fait, descend très très fort quand on s'éloigne de cette phase riche en silicium, de cette phase dendritique. Mais malgré tout, dans la matrice alpha-aluminium, on va quand même avoir un petit peu de phase de magnésium en fait, qui va rester. Et ce magnésium va fabriquer des légers clusters avec le silicium qui vont se trouver dans la matrice. Et ça va aussi participer au durcissement dont on a dont je vous ai parlé tout précédemment. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'on a autant de silicium qu'attendu sur base du diagramme de phase dans la matrice d'aluminium? Bien, en fait, non, il y a du silicium en solution solide à cause de la solidification rapide,
Hein, les vitesses de refroidissement sont beaucoup plus élevées en LPBF. Et donc finalement, le seul moyen de restaurer en fait cette quantité d'équilibre, c'est par un traitement thermique à 530 degrés pendant 6 heures. Voilà ce qu'ils ont fait ici dans cette étude. Alors, on peut aussi parler des effets des paramètres du procédé pour changer les vitesses de refroidissement. En fait, vous voyez que si vous regardez l'évolution de la taille des cellules en fonction de la vitesse de refroidissement, qui est estimée ici par un modèle thermique de type Rosenthal, vous pouvez trouver tous les détails dans cette publication ici, eh bien, vous pouvez voir que la taille des cellules, en fait, évolue ici en fonction de la vitesse de refroidissement. Et donc, la vitesse de refroidissement très très élevée qu'on a en fabrication additive, ici LPBF particulièrement, eh bien, va conduire à des tailles de cellules extrêmement faibles. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Parlons maintenant d'un autre phénomène qui est spécifique à la fabrication additive, hein, qui se produit dans tous les matériaux. C'est en fait cette hétérogénéité de microstructures qui est la conséquence du fait qu'on assemble des bains de fusion. Et donc, finalement, ce qu'on observe, c'est que chaque petit bain de fusion est observable ici sur une micrographie optique. Et si vous regardez au microscope électronique, vous verrez qu'en fait, vous avez ici une zone semi-solide qui est partiellement refondue sur la couche suivante. Donc, vous voyez ici, là, vous avez le bain de fusion initial, et puis vous avez ici une zone qui a été refondue, qui était la couche précédente partiellement refondue, donc la zone entre le solidus et le liquidus. Et puis, vous avez ici une zone affectée thermiquement de la couche supérieure, alors là, qui en fait va présenter une microstructure assez globularisée. Et donc cette microstructure globularisée ou sphéroïdisée, spheroidized en anglais, va avoir des propriétés mécaniques un peu plus faibles. En fait, on peut le mesurer par nanoindentation. On voit qu'en fait, en nanoindentation, on a une dureté un peu plus faible là-dessus, mais c'est typiquement les phénomènes qu'on peut observer aussi lorsque on obtient ça macroscopiquement avec des traitements thermiques. Cette hétérogénéité de microstructure va en fait dépendre des paramètres de fabrication, et notamment la largeur du bord du bain de fusion. Si on peut mesurer la largeur du bord de fusion en fonction de la vitesse de scan, vous voyez que si la vitesse de scan augmente, et donc en fait la vitesse de refroidissement augmente, eh bien on va voir que cette largeur va en fait diminuer. Donc ça peut avoir des conséquences sur la distribution de la plasticité dans le matériau. Aussi, la vitesse de balayage nécessaire pour fabriquer des contours d'une pièce doit être inférieure à celle nécessaire pour le remplissage du cœur. Et donc, vous avez finalement une optimisation de la rugosité qui est faite pour ces contours. Et ici, vous voyez un petit mur relativement étroit. Et donc, le contour a été optimisé de manière différente que le cœur, puisqu'en fait, le contour, lui, va permettre d'optimiser la rugosité. Mais donc, vous avez finalement une situation où vous allez avoir une autre hétérogénéité qui va apparaître. C'est la différence entre le contour et le cœur au niveau de la microstructure, puisque les paramètres sont différents. Et donc, ici, vous avez généralement un contour où on va chauffer beaucoup plus pour avoir une rugosité plus faible. Et donc, voilà, ici, dans cet exemple particulier, vous aviez une taille de cellule de l'ordre de 800 nanomètres par rapport à 300 nanomètres dans le cœur. Il est intéressant aussi de remarquer que lorsque on construit des structures lattices, hein, des structures avec des bras, comme vous pouvez voir ici une cellule élémentaire, eh bien en fait les bras qui sont inclinés ne vont pas présenter la même microstructure au-dessus du bras et en dessous du bras. Ici vous voyez qu'au-dessus dans la zone A, ici vous avez une microstructure beaucoup plus fine qu'en dessous. Donc dans la partie supérieure, elle repose sur la pièce solide, donc sa conductivité thermique est importante. On va évacuer fort la chaleur avec une vitesse de solidification qui va être rapide, et donc on va se retrouver avec des cellules d'aluminium beaucoup plus fines. Dans la partie inférieure, par contre, qui elle repose sur la poudre ici, eh bien les cellules d'aluminium sont beaucoup plus grossières parce que les vitesses de solidification sont plus lentes.
Et on peut quantifier ça également ici et se rendre compte qu'en fait, finalement, la moyenne de ça est à peu près la situation d'un cube beaucoup plus macroscopique. Alors, ces différences de vitesse de refroidissement et finalement de conditions thermiques vont également influencer la porosité. En fait, dans la zone A, on va voir qu'on a beaucoup moins de porosité que dans la zone B. Et donc maintenant, les nouvelles machines ont tendance à optimiser ces phénomènes-là et donc en fait à tenir compte de ça pour changer les paramètres dans la zone B pour éviter en fait ces densités beaucoup plus faibles. Donc ça, c'est des résultats qui datent, vous voyez, de 2017. Et voilà, entre-temps, il y a eu beaucoup d'évolutions dans les machines afin de pouvoir tenir compte de ces phénomènes-là. Et on voit qu'en fait, quand on construit une pièce de manière verticale, en fait, on a beaucoup moins ce phénomène-là. Alors, parlons un petit peu de texture qu'on peut observer, de structure de grains. Alors, vous avez ici un petit schéma qui vous donne l'orientation ici. Et donc, on a la vue de face ici, front, et la vue du haut ici, top, qui vous permettent de vous repérer sur ces différentes micrographies. Donc, vous voyez ici ces résultats assez tôt de l'Ortheis, en Belgique également, mais à l'université de Leuven, côté flamand, où en fait ils ont beaucoup étudié très tôt ce procédé, où ils ont montré en fait que il y avait de la croissance épitaxiale qui pouvait arriver au cœur des grains. Vous voyez ici un exemple de croissance épitaxiale dans la direction 1,00, qui est la direction du gradient thermique. Mais on en voit, vous voyez, on en voit, mais ce n'est pas extrêmement prédominant si vous comparez par exemple aux alliages de titane. Donc c'est quand même un phénomène qui dans les alliages d'aluminium est beaucoup moins marqué. Et maintenant sur les côtés, on voit qu'on a l'apparition de nouveaux grains sur le côté. Hein. Donc voilà, un phénomène un petit peu moins dominant que dans les alliages de titane ou dans d'autres matériaux. Néanmoins observable en effet. Et puis, vous avez ici, dans la vue du haut, on peut voir en fait que cette zone-ci a une texture qui est la texture 001, qui est un petit peu plus marquée. Et donc, vous voyez, ici, vous avez une alternance de texture. Hein. Ici, c'est la limite de la ligne du laser, donc c'est entre deux couches, vue du haut. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a une texture dans ces alliages, on a des textures cristallographiques et morphologiques, mais ce n'est pas extrêmement dominant. Donc c'est essentiellement les phases au silicium qui vont déterminer en fait les propriétés mécaniques de ces alliages. Alors on peut se poser la question s'il y a une différence entre les tailles de grains et les structures cellulaires. Et en fait oui, la taille de grain est beaucoup plus large que la taille des cellules. Et donc la croissance épitaxiale entre le cœur de la cellule et la partie de la phase pseudo-eutectique qui est riche en aluminium. Ici, vous voyez qu'on peut avoir de la croissance épitaxiale ici à travers cette phase eutectique. Parlons rapidement de quelques effets des traitements thermiques. Ici, vous voyez une situation où on a le matériau tel que fabriqué. Hein. Je vous ai déjà montré les microstructures cellulaires très fines qu'on a ici. Après un traitement thermique à 250 degrés, finalement, en fait, on a juste un adoucissement. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt, pas d'amélioration de la ductilité de ces matériaux. Après un traitement thermique qu'on dit souvent de relaxation de contrainte, stress relief heat treatment, qui se fait souvent à 300 degrés 2 heures. Maintenant, on travaille plutôt à des températures plus faibles dans l'industrie, plutôt 280 degrés. Et là, on a vraiment une très forte globularisation de la microstructure, mais vous voyez que ça a des conséquences très intéressantes sur l'amélioration de la ductilité de ces matériaux. Je vous parlais tout à l'heure de la comparaison aux matériaux corroyés. Alors, si on fera un traitement thermomécanique, et c'est quelque chose qu'on a travaillé dans mon équipe, le friction stir processing. En fait, ce traitement thermomécanique a à peu près la même conséquence. Vous voyez que la microstructure est un peu plus grossière que ce traitement-là. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que si vous comparez ici le tel que fabriqué, ici, vous avez le traitement de stress relief, vous voyez que vous êtes même plutôt moins bon en termes de résistance en fatigue. Et en fait, après le friction stir processing, on améliore très significativement la résistance en fatigue pour certaines conditions d'un facteur 100
de la durée de vie en fatigue de ces alliages. Et ça, c'est simplement parce qu'on a retiré cette fameuse porosité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, parlons des nouveaux alliages pour la LPBF, et notamment les alliages d'aluminium des séries 7000. Alors, il y a eu les travaux qui ont été publiés dans Nature de Martin en 2017, qui ont vraiment démarré très activement cette thématique-là. C'était déjà assez actif à l'université de Louvain en Flandre, hein, Leuven. Ils étaient déjà très actifs là-dessus, et donc ça a vraiment créé un boom dans la communauté par rapport à ces thématiques-là. En fait, ce qu'ils ont fait pour pouvoir éviter les problèmes de fissuration à chaud dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un dépôt de raffineur de grains. En fait, ils ont déposé des hydrures de zirconium en fait, sur le grain. Cet effet de raffineur de grains, vous voyez ici, vous avez la microstructure avec beaucoup de fissuration à chaud juste après la fabrication. Et puis, vous avez ici donc ça, c'est sans le raffineur de grains. Et avec le raffineur de grains, vous voyez ici l'amélioration très substantielle de la taille de grains, donc réduction de la taille de grains et éviction de ces fissures. Et donc, vous voyez ici, ça, c'est l'aluminium silicium 10 magnésium dont je vous ai énormément parlé, qui est un peu leur référence, c'est le matériau de référence aluminium. Et vous voyez que leur aluminium zirconium, bien, il avait des propriétés très intéressantes. Et vous voyez ici, avec toutes les fissures, en fait, on avait des très très mauvaises propriétés mécaniques. Voilà ici quelques autres résultats de la littérature. Alors ça, c'est le résultat de la thèse de Nicolas Noton dans mon équipe, où il a aussi vu ces fissures ici. Mais là, c'est par des mélanges de poudre. Donc par un mélange de poudre, c'est beaucoup plus simple que faire les dépôts dont il parle. On a déjà réussi à avoir une diminution tout à fait drastique de la taille de grain, et on a pas mal évité la fissuration à chaud. On est encore occupé à étudier ça pour faire éventuellement aussi des dépôts plasma avec une société qui s'appelle AM4AM qui travaille au Luxembourg. Ici, vous avez un exemple de la littérature où eux ont aussi fait des mélanges de poudre, et puis vous voyez qu'en fonction des paramètres, ils ont réussi en fait à éviter la fissuration à chaud et les défauts en introduisant aussi ces fameux ce zirconium comme raffineur de grains. Une autre solution, c'est de rajouter du silicium pour en fait augmenter la proportion de silicium. Alors la conséquence, c'est que finalement on se retrouve avec un aluminium silicium avec un petit peu de zirconium et de magnésium, de zinc et de magnésium, pardon. Et donc vous voyez ici qu'on a vraiment réussi à éviter à 4% là, la fissuration à chaud. Là, ça c'est des résultats aussi de la KUL. Et vous voyez aussi que la taille de grain est fortement raffinée par ce phénomène-là. Alors, un des problèmes qu'on peut rencontrer dans ces alliages, c'est que le magnésium et le zinc ont tendance en fait à s'évaporer lors de la fabrication. En fait, leur tension vapeur étant très élevée, ils vont s'évaporer, donc on va perdre des éléments d'alliage. Et donc, c'est aussi un phénomène qu'il faut potentiellement compenser. On va parler rapidement d'un alliage commercial qui a été développé par APWorks, mais avec lequel Airbus travaille pas mal, c'est le Scalmalloy. Et donc là, ici, vous avez aussi des raffineurs de grains par la précipitation, en fait, directement dans l'alliage de AL3SC, donc c'est du scandium. Bon, il y a aussi des AL3ZR qui peuvent potentiellement faire ça. Vous voyez que ces précipités peuvent être assez fins. Ça, c'est des observations à la sonde atomique tomographique. Mais alors, vous voyez que vous avez quand même une hétérogénéité dans la distribution de ces alliages d'aluminium scandium, de ces précipités d'aluminium scandium qui sont grossiers et qui sont au bord des bains de fusion. Vous voyez ici dans la thèse de Spierling qui est vraiment intéressante, qui a fait une étude très avancée sur ces aluminium scandium.
Vous voyez que finalement, ces aluminium scandium présentent des propriétés mécaniques qui sont quand même intéressantes et bien supérieures aux alliages aluminium-magnésium corroyés. Et de nouveau, c'est parce que vous avez des microstructures relativement fines. Alors, j'arrive sur la partie des microstructures aluminium produites par Wire Arc Additive Manufacturing. Alors, cette partie-ci a été préparée par Héloïse Elmer. Le procédé WAM diffère des autres procédés de fabrication additive principalement par son taux de dépôt qui peut atteindre plusieurs kilogrammes par heure. Une épaisseur de couche de plus d'1 millimètre et une zone affectée thermiquement de l'ordre du centimètre sont observées. Cela a des conséquences sur les microstructures du matériau, qui est très différent d'un matériau déposé par lit de poudre. La microstructure d'un alliage d'aluminium WAM est affectée par une vitesse de solidification faible et une zone thermiquement affectée large. La nature de l'arc électrique utilisé pour le dépôt et la qualité du fil d'apport. Les vitesses de solidification sont plus faibles pour le procédé WAM par rapport au procédé lit de poudre ou des poudres, on en a déjà parlé, et c'est pourquoi il est possible d'observer une microségrégation des éléments d'alliage dans les dépôts WAM. Par exemple, pour l'alliage 2319, qui est un alliage assez courant en WAM, c'est un alliage binaire contenant à peu près 6% de cuivre. Le cuivre va se concentrer au niveau des joints de grains dans un dépôt WAM et il n'est donc pas possible d'atteindre des propriétés mécaniques élevées sans réaliser une mise en solution. Et cette mise en solution, c'est un traitement thermique qui permet de redistribuer le cuivre de façon homogène dans le matériau. Lors du dépôt WAM, la profondeur de refonte est en général assez élevée et peut même être plus importante que la hauteur de la couche. Si cela peut être un bénéfice pour éviter la présence de manque de fusion entre les couches, cela affecte aussi la microstructure du dépôt. Par exemple, pour l'alliage 2319 dont on parlait tout à l'heure, il est possible d'observer des phases différentes en dessous de 3 couches avec la formation de larges phases θ', qui sont en dessous qu'une trentaine de couches, les phases θ' sont formées par des cycles de Rochot successifs. La composition chimique du matériau peut le rendre sensible aussi à la formation de fissures. La microstructure d'un alliage WAM est très dépendante du procédé utilisé pour son dépôt. Il existe une multitude d'arcs différents. L'effet le plus connu pour le dépôt est le soudage d'aluminium et l'effet du courant alternatif. Ce courant alternatif permet de détruire la fine couche d'oxyde d'aluminium qui se forme à la surface de l'aluminium liquide. Cela permet pendant le dépôt WAM de réduire le niveau de porosité dans le matériau. Il a aussi été démontré que ce type d'arc peut permettre la production de grains de plus petite taille, comme le montrent les images sur ce slide. Comme pour les procédés poudre, la qualité du matériau d'apport a un effet important sur la microstructure et surtout le niveau de porosité du dépôt. La qualité du fil, principalement caractérisée par son état de surface, plus importante que les variations d'arc ou de procédé de dépôt. Ce graphique montre que les variations de procédé de dépôt, illustrées par différentes lettres, ici, est plus faible que pour l'effet de la qualité du fil. Je vais maintenant vous parler des microstructures d'aluminium produites par Laser Metal Deposition. C'est des transparents qui vous ont été préparés par Christophe Desroyaux. Le LMD se distingue du cold spray par la présence permanente d'un bain de fusion alimenté par le flux de poudre échauffé par la source laser. Les tailles caractéristiques du bain de fondu et les caractéristiques de la source laser positionnent le LMD dans une zone propice ici aux structures colonnaires, contrairement aux structures cellulaires que nous avons vues en LPBF juste avant.
La croissance colonnaire génère des textures morphologiques et cristallographiques très fortement marquées. L'orientation verticale des grains peut être modifiée par les conditions de procédé qui affectent la morphologie du bain de fusion. Comme pour beaucoup de procédés, le développement de nuances spécifiques s'avère efficace pour optimiser la finesse et la morphologie des microstructures. Également, comme le LPBF, on va faire des ajouts de zirconium à faire pouvoir germinant, permettent d'affecter les microstructures à droite par le changement de mécanisme de germination ici. Ces ajouts de zirconium génèrent aussi des durcissements de matériaux significatifs en entraînant parfois la ductilité du matériau. Les phases AL3ZR, du fait de leur compatibilité en termes de taille de maille avec l'aluminium, sont des germinants très efficaces dans les zones équiaxes notamment. Sur la figure de gauche, les clichés de diffraction révèlent bien la présence de mailles d'aluminium et de manière plus fine celle de la maille AL3ZR. Les précipités de forme cubique sont aussi identifiés au cœur des grains isotropes en cohérence avec leur rôle comme germe. De manière plus générale, le procédé LMD peut être utilisé pour renforcer des microstructures par mélange de poudre projetée avec du TIC par exemple. L'homogénéité des pièces obtenues est directement dépendante du mélange réalisé par la buse de projection. En outre, cette génération de renforcement peut être localisée à la sous-surface pour fonctionnaliser ces matériaux. Je vais terminer ce cours en vous remerciant pour votre attention et en vous invitant à nous poser toutes vos questions en nous envoyant un email pour organiser éventuellement une vidéoconférence pour discuter des différents points que nous avons abordés lors de ce cours.